engendrée par les conséquences de la gigantesque explosion qui 10 milliards d'années plus tôt avait créé l'univers en projetant la matière à travers l'espace, la boule de feu qui devait devenir notre Terre tournait déjà, il y a 5 milliards d'années, autour du Soleil. Elle était faite d'une masse fondue de roches incandescentes qui, en refroidissant peu à peu au cours de millions d'années, devait former une croûte solide autour d'un noyau en fusion. En se refroidissant, cette croûte s'était craquelée, formant une multitude de cratères d'où jaillissaient de la roche en fusion qui continuait à l'épaissir, des gaz que la gravitation retenait autour de la Terre et une incroyable quantité d'eau qui, après s'être transformée en une épaisse couche de nuages, s'abattait en des orages incessants sur la surface de notre globe. Cette énorme quantité d'eau devait former la mer. Et c'est au fond de cette mer qu'allait commencer l'aventure de l'homme. La vie n'existait pas dans ce monde apocalyptique. Mais les rayons du soleil, la foudre, la radioactivité et les éruptions volcaniques y entretenaient une source d'énergie permanente qui, en provoquant des réactions chimiques en chaîne, faisait se mélanger les molécules et les atomes pour donner naissance à de nouvelles substances. Ces substances, entraînées par les eaux, déferlaient vers la mer qui devenait par leur présence un gigantesque bouillon de culture où un jour, il y a de cela 4 milliards d'années, et sans qu'on sache très bien comment, apparurent les premières cellules vivantes. Elles étaient microscopiques, composées d'une cellule unique et sans forme précise. Mais peu à peu, cette cellule unique devait se multiplier par le processus de l'évolution qui s'était déclenché. Les unes devaient devenir des algues, les ancêtres des arbres et de toute notre végétation, tandis que d'autres, en se transformant, se dotaient d'une petite queue qui leur permettait de se déplacer en fouettant l'eau. C'étaient les premières créatures vivantes capables d'aller au-devant de leur nourriture. Durant des milliards d'années, ces créatures vivantes ne cessèrent de se transformer, de donner naissance à de nouvelles espèces. Ce furent d'abord des invertébrés, comme les méduses et les éponges, puis les trilobites, qui commencèrent à se couvrir d'une carapace résistante, et enfin les poissons, après que certaines espèces se soient dotées d'un embryon de colonne vertébrale. Il avait fallu 3,6 milliards d'années pour que l'ostracoderme apparaisse. Et encore, était-il loin des poissons actuels, puisqu'il ne possédait pas de mâchoire et que, recouvert d'une véritable carapace d'écailles, il vivait à la façon d'un ver, cherchant sa nourriture dans la vase. Il allait leur falloir encore 50 millions d'années à ces poissons pour devenir semblables à ceux d'aujourd'hui et se transformer en des créatures agiles auxquelles leurs nageoires donnaient la possibilité de se mouvoir avec facilité. À cette époque, de longues périodes de chaleur successives s'abattirent sur le globe. Le niveau des eaux diminua et les poissons, pour trouver leur nourriture, s'approchèrent de plus en plus des rivages. Certains d'entre eux avaient la possibilité de respirer à la surface de l'eau et peu à peu, quelques espèces, mieux aguerries que les autres, entreprirent de s'aventurer sur la terre ferme en utilisant leurs nageoires comme des pattes. C'était une étape essentielle de l'évolution, le début d'une extraordinaire aventure, car la vie sortait de la mer où elle était née pour se propager sur la terre.
Par une lente transformation, les branchies, qui permettaient aux poissons de respirer dans l'eau, devinrent des poumons, et leurs nageoires, à force de leur servir à ramper, devinrent de véritables pattes. Il avait fallu 4 millions d'années pour en arriver à ce point. Certaines espèces de poissons étaient devenues des reptiles qui eurent au fait d'envahir toute la surface de la Terre. Les uns, par transformations successives, s'élevèrent dans le ciel et devinrent des oiseaux. Les autres ouvrirent l'ère des dinosaures qui régnèrent en maîtres sur la surface de la Terre durant 100 millions d'années. Il y en avait de toutes sortes. Les uns, comme le pténarodon, qui volait dans les airs. Les autres, comme le tyrannosaure, qui avec ses 15 mètres de long fut certainement la bête la plus féroce de tous les temps. Et si le protosuchus ne dépassait pas la taille d'un crocodile actuel, le brachiosaure était un animal gigantesque de 24 mètres de long et de 12 mètres de haut et qui pesait 50 tonnes. De tout ce monde, où les uns se nourrissaient d'herbes, alors que d'autres dévoraient les plus faibles, il ne devait rester que des fossiles, car, pour des raisons que la science ignore encore, les dinosaures devaient disparaître de la surface du globe il y a 70 millions d'années. Les uns ont expliqué que c'était parce que, reptiles au sang-froid, les dinosaures n'avaient pu supporter un refroidissement de la température qu'ils avaient disparu. Les autres, parce que les petits mammifères, qui existaient déjà à cette époque, avaient provoqué la fin de l'espèce en dévorant les œufs. Ce qui est certain, c'est que les mammifères remplacèrent les dinosaures à la surface de la Terre et qu'une nouvelle étape de l'évolution commença avec eux. Ils étaient nés des Therapsides, groupe de reptiles qui vivaient 200 millions d'années avant notre ère, et par la lente évolution de l'espèce, ils avaient cessé de pondre des œufs pour donner naissance à des enfants se développant dans le ventre de leur mère. Leur corps s'était couvert d'une épaisse fourrure leur permettant de mieux résister au froid, et leur cerveau, beaucoup plus développé que celui des reptiles, leur permettait de mieux s'adapter aux difficultés de l'existence. Parmi ces mammifères, une petite musaraigne, qui se nourrissait d'insectes, vivait au milieu des bois et à force de grimper aux arbres pour y trouver sa nourriture, devint il y a environ 60 millions d'années un primate dont sont issus tout à la fois les hommes et les singes. Là aussi, l'évolution fut longue et il fallut 40 millions d'années pour qu'apparaisse le Pliopithèque, considéré comme ressemblant à un homme, et puis encore 8 à 10 millions d'années pour qu'arrive 12 millions d'années avant notre ère, le Ramapithèque, qui est considéré comme l'ancêtre direct de l'homme. Entre-temps, un événement de la première importance s'était produit. Les ancêtres du Ramapithèque, qui vivaient en bande dans les arbres, se nourrissant des fruits que ceux-ci leur procuraient, avaient quitté la forêt, à la recherche sans doute d'une nourriture qui se faisait rare. Il n'y avait pas d'arbres dans les plaines, et il leur fallait bien s'habituer à une autre nourriture. Celui qui paraissait être le chef de la bande avait l'air de proposer qu'on goûte aux grenouilles. Les avis étaient partagés, mais on ne risquait rien d'y goûter. Cela paraissait très bon, et nos ancêtres, les Ramapithèques, s'étaient fait à l'habitude de capturer les bestioles qui s'offraient à eux, puis de chasser des animaux plus importants en les poursuivant à la course. C'était une toute autre façon de vivre que lorsqu'ils se trouvaient dans les arbres. Nos ancêtres se redressèrent, apprirent à se servir de leurs pattes de devant, non plus comme des pattes, mais comme des bras. Et lorsque 8 millions d'années plus tard apparut l'Australopithèque, ils se tinrent debout comme nous et se servirent d'outils primitifs comme les pierres pour fendre les os, pour en extraire la moelle, ou de morceaux de bois qu'ils utilisaient comme des masses lorsqu'ils chassaient le petit gibier.
Il allait pourtant falloir encore bien des centaines de milliers d'années pour que notre ancêtre puisse être vraiment considéré comme un homme. Les grandes périodes glaciaires, en faisant baisser le niveau des mers à près de 100 mètres au-dessus du niveau actuel, avaient permis aux habitants de notre planète de passer à pied sec d'un continent à l'autre et d'aller s'installer de préférence dans les pays au climat le plus favorable. Cela leur avait demandé des centaines de milliers d'années, mais le temps, nous en sommes rendus compte, ne compte que très peu lorsqu'il s'agit de l'évolution des espèces. Et, comme les voyages forment la jeunesse, cette longue transhumance avait bien aidé nos ancêtres dans leur transformation. Lorsque 700 000 ans avant notre ère apparurent les pithécanthropes, la taille des hommes singes avait augmenté. Leur cerveau s'était développé et, plus qu'en bande, ils vivaient déjà en clan, avec probablement un chef pour commander aux autres. Bien sûr, la parole n'existait pas encore, mais il n'est pas interdit de croire que les cris d'autrefois s'étaient affinés et que déjà le pithécanthrope modulait des sons pour mieux communiquer avec ses semblables. Il était déjà trop évolué par rapport à ses ancêtres pour exprimer de la même façon la colère. Ou sa satisfaction. Et il est vraisemblable qu'à l'occasion de la capture d'un animal plus gros que les autres, qui allait assurer plusieurs jours de nourriture, il ne pouvait manquer d'exprimer sa joie. C'est cette certitude qui a fait dire à certains que la musique avait peut-être précédé la parole, puisque faute de posséder les mots, c'était par les sons que l'homme primitif s'exprimait. Comme leurs ancêtres, les pithécanthropes étaient des chasseurs. Mais grâce à leur intelligence plus développée, ils en avaient amélioré la méthode. Ils s'étaient rendus compte qu'une longue perche traverserait facilement le corps d'un animal si elle était pointue à son extrémité, qu'une grosse branche d'arbre, qui avait une forme permettant de bien la tenir en main, pouvait faire une masse redoutable et surtout qu'en s'y mettant à deux, il était possible de transporter à l'aide d'une branche passée entre les pattes une bête qui pesait trop lourd lorsqu'on était seul à la porter. Mais le grand événement des pithécanthropes, ce ne fut pas de découvrir que la solidarité pouvait être utile, voire nécessaire, ni de se rendre compte qu'on était beaucoup plus à l'abri des intempéries et des bêtes sauvages à l'intérieur d'une grotte qu'en pleine nature. Ce fut un jour d'orage que le grand événement se produisit. La chasse étant leur seule activité réelle, un groupe de pithécanthropes devait vraisemblablement revenir avec leur gibier ou se rendre sur les lieux où ils avaient l'habitude d'en trouver, lorsque la foudre s'abattit devant eux sur un arbre mort et y mit le feu. Durant des millénaires, leurs ancêtres avaient dû voir la foudre mettre le feu aux arbres, mais cette fois-là, comme le phénomène les avait intrigués au lieu de les effrayer, ils pouvaient essayer de s'approcher, en effet, surtout s'ils restaient prudents. Et cette fois-là, ils s'approchèrent. Cette étrange clarté réchauffait, en effet, et elle éclairait. En effet, pourquoi n'auraient-ils pas essayé de la prendre et de la transporter dans leur grotte ? Il est vraisemblable que le premier qui tenta l'expérience de s'en emparer dut en garder très longtemps le souvenir. Ben oui, ce n'était pas comme cela qu'il fallait s'y prendre. Bien sûr, le chef avait raison. Il fallait prendre la partie qui n'était pas encore enflammée.
Ce sont les femelles et les enfants des pithecanthropes qui ont dû être bien étonnés ce jour-là lorsqu'ils ont vu arriver les chasseurs tenant dans leurs mains une branche enflammée. Probablement même ont-ils pris la fuite en poussant des cris de terreur. Une fois la frayeur passée, il y eut certainement un inhabituel bien-être dans la grotte familiale ce soir-là. Mais combien de temps nos ancêtres mirent-ils pour se rendre compte qu'ils pouvaient perpétuer le feu en y enflammant d'autres branches de bois mort? Et de toute façon, même lorsqu'ils le surent, la possession du feu qu'ils ne savaient pas faire naître ne pouvait être qu'un don rarissime de la nature. Un phénomène qui, à cause de cela, resterait sacré durant des millénaires et des millénaires. Mais ce feu, pour l'instant, les rares clans qui par hasard le possédaient, que savaient-ils en faire, à part l'utiliser pour se chauffer et s'éclairer? Ils avaient sans doute remarqué qu'il effrayait les bêtes sauvages, et il n'est pas ridicule de penser que les plus malins eurent l'idée de s'en servir pour chasser. Le grand problème de nos ancêtres était de se nourrir, et ce n'était pas un petit problème, car n'ayant aucun moyen de conserver la viande, il leur fallait s'en procurer tous les jours et en assez grande quantité pour nourrir des bouches de plus en plus nombreuses, ce qui n'était pas toujours facile. C'était vrai. Jusque-là, ils ne s'étaient attaqués qu'aux animaux de petite taille ou de taille moyenne. En effet, le feu devrait leur permettre de s'attaquer à de plus gros gibiers. Mais comment? Et l'idée, c'était par exemple d'effrayer un troupeau de mammouths avec le feu et de l'obliger à se diriger vers les marais où certainement plusieurs bêtes resteraient prisonnières, ce qui permettrait de les attaquer sans trop de danger avec les pieux et les massues. Les chasseurs du clan n'étaient pas assez nombreux pour entreprendre une opération de cette envergure. Mais pourquoi ne proposeraient-ils pas à la tribu voisine, qui vivait de l'autre côté de la montagne, de se joindre à eux? Bien sûr qu'ils accepteraient pour avoir une part du gibier. Et lorsqu'on eut repéré un troupeau de mammouths qui paissaient tranquillement, les chasseurs, qui avaient eu soin d'emmener avec eux des morceaux de bois enflammés, mirent le feu aux herbes et aux arbustes. Effrayés par les flammes, le troupeau prit la fuite et les malheureuses bêtes, incapables de prendre une direction différente, ne purent que se diriger vers les marécages, poursuivis par les cris des chasseurs des deux tribus assemblées. Il y eut ce jour-là 2 bêtes qui restèrent prisonnières des marécages. Et les 2 tribus, après les avoir achevées et dépecées, purent manger jusqu'à n'en plus pouvoir. Peut-être même, pour fêter cette incroyable victoire, donnèrent-ils libre cours à leur joie par des cris et des bruits obtenus en frappant sur des troncs d'arbres creux et inventant, sans le savoir, les premières formes de musique. Les pithecanthropes avaient raison de se réjouir. Ils venaient dans une même journée de remporter une immense victoire due à leur intelligence, de comprendre que l'on est plus fort lorsqu'on s'unit et de découvrir que celui qui possédait le feu était le maître du monde. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ce même feu qui leur avait procuré la victoire entraînerait bien des luttes entre tribus rivales tant qu'on ne saurait pas l'allumer. Les tribus qui ne le possédaient pas voudraient s'emparer de celui que les autres tribus détenaient. Des luttes sanglantes naîtraient pour s'assurer la suprématie qu'il offrait, car déjà, avant que ceux qui seraient un jour des hommes soient des hommes, ils portaient en eux, peut-être par nécessité, peut-être parce qu'ils étaient destinés à devenir des hommes, le dramatique désir de dominer qui allait faire tant de mal. Pour l'instant, ce qui comptait pour eux, c'était de savoir qu'ils mangeraient peut-être demain plus facilement. Et ils ne devaient même pas se rendre compte que les regards admiratifs des jeunes femelles pour les vainqueurs, comme la satisfaction que ces mêmes vainqueurs en éprouvaient, étaient déjà le début des sentiments et la promesse de la venue prochaine de l'homme.